Nous allons donc parler d'un thème un peu plus complexe, c'est les guérisons à distance. Parce que le docteur Marlène nous a présenté plusieurs phénomènes observés en présence, où le thérapeute est à côté du patient. Ceci est toléré par la science parce que au moins il y a l'effet placebo, au minimum là il y a une interaction électromagnétique possible entre deux organismes vivants, et donc de cette forme ce genre de travail existe déjà dans certains hôpitaux, dans certaines universités, de façon que s'il n'est pas accepté, il est au minimum toléré par la science. Mais maintenant, nous allons parler de phénomènes qui se produisent où le dialogue n'est pas encore établi entre les traditions thérapeutiques et la science. Parce que, apparemment, elles contrarient le modèle mécaniciste pour produire un lien avec l'objectif spécifique entre deux êtres qui sont éloignés l'un de l'autre, parfois d'un continent à l'autre. Je représente ici l'association des médecins spirites de Sao Paulo, qui a un lien avec l'association de médecins spirites du Brésil et avec l'association de médecins internationale également, pour essayer de dévoiler ou d'arriver plus près de réponses à toutes ces questions. Existe-t-il des interactions à distance entre deux organismes vivants? La deuxième question, comment est-ce que c'est possible, vu qu'il n'y a rien qui existe entre eux? Qu'est-ce qui pourrait connecter ces organismes distants? Est-ce que ces interactions sont viables pour un traitement clinique? Pourquoi les résultats des recherches sur ce genre de phénomène sont-ils si imprévisibles? Et finalement, comment est-ce que toute cette connaissance pourrait être conciliée? On va commencer en disant, dans les recherches, en essayant de répondre à ces questions, s'il existe des interactions entre deux organismes séparés dans l'espace, pour essayer d'arriver à ce qui nous intéresse de fait, qui est la guérison à distance. Nous pourrions définir la guérison à distance comme étant l'acte de mentalisation consciente et dédiée pour bénéficier de la santé et le bien-être d'une autre personne à distance. C'est ce qu'on appelle la guérison à distance. Et avant d'arriver à cette guérison à distance, on va voir s'il y a des interactions qui sont possibles entre deux organismes. Plusieurs études documentent l'existence de ce qu'on peut appeler collectivement l'interaction télésomatique. Télé de distance, soma c'est corps. Ces études documentent l'action d'un émetteur, d'un thérapeute ou d'un volontaire qui arrive à engendrer un effet sur un récepteur qui peut être un patient ou un autre volontaire qui est isolé dans une autre salle ou dans une autre ville et qui, ces actions donc, peuvent se produire sur le système nerveux central qui peut être enregistré par un électroencéphalogramme ou la résonance magnétique fonctionnelle, ou l'action sur le système nerveux autonome
qui peut être mesuré par la conductance électrique de la peau. Et pour citer uniquement les principaux des 10 dernières années, vous avez quelques études qui documentent sur cette influence, en montrant une activité dans le système nerveux de personnes qui peuvent être des parents, des couples, un thérapeute et un patient, des interactions de divers ordres. Ces interactions télésomatiques sont beaucoup plus fréquentes chez les jumeaux identiques univitellins. On peut jusqu'à 30% de ces jumeaux identiques ont déjà eu un type d'expérience de ce genre, que ce soit dans des conditions expérimentales, un qui tente de penser à l'autre et l'autre peut arriver à capter cette pensée et puis le manifester par un changement physiologique, ou alors de façon spontanée. Un se blesse et l'autre ressent, parfois dans une autre ville, parfois dans un autre pays, arrive à ressentir le choc. Ça arrive souvent chez des jumeaux identiques, mais pas seulement dans ce type de situation. Dans n'importe quelle situation où il y a un lien émotionnel proche, étroit, qui relie ces personnes l'une à l'autre. Et donc c'est un facteur important, comme on va le voir, à suivre. Il y a aussi un travail classique dans un article publié en 1965 sur l'induction de modifications de l'électroencéphalogramme chez un jumeau A à partir d'une émission qui vient de son frère jumeau B. Et ça a été documenté, cette étude elle a été répétée, il y a 10 études qui ont déjà répliqué ce genre d'études et ont réussi. Il y a 8 études qui ont été positives, conclusives. Il y a donc un lien. C'est très probable qu'il existe un lien entre les personnes à distance, même si ce sont des situations très spéciales comme ceux des jumeaux identiques. Ces liens ont des caractéristiques qu'on appelle dans la physique quantique des événements non locaux. La physique quantique, il y a certaines caractéristiques qu'on réplique et qu'on observe dans ces phénomènes d'interaction à distance. Dans la physique quantique, les phénomènes ne sont pas propagés par une force, une énergie ou un signal. Ils ne sont pas mitigés. La force de l'effet ne décroît pas avec la distance. Et ils sont immédiats. Les corrélations se produisent sans l'intervalle du temps. Elles se produisent de façon instantanée. Et dans la physique quantique, ça se produit aussi dans ces phénomènes qui lient ces personnes à distance également. De façon qu'on pourrait, pour ainsi dire, parler d'une non-localité biologique qui, en transposant ces concepts de la physique quantique à ces phénomènes biologiques, on pourrait inaugurer ou créer ce terme de non-localité biologique en empruntant ce terme de non-localité de la physique quantique. Donc la non-localité biologique réfère aux corrélations qui existent entre des personnes qui sont spatialement séparées, pas spécialement. C'est très important parce que même quand il y a un isolement électromagnétique, l'interaction continue à exister. Donc, ce n'est pas d'une nature électromagnétique. Ça ne fait pas partie des énergies connues qui font ce lien. Donc, si on met les personnes dans une cage de Faraday, comme on l'a vu, ces interactions continuent à se produire. Elles se produisent aussi chez des animaux, de grands ou petits, dans des plantes, sur des cultures de cellules, comme tout cela a déjà été montré antérieurement. Donc, pour répondre à la première question, oui, ces interactions à distance
existe entre deux organismes. On peut donc passer à la deuxième question. Comment est-ce possible? Aucun texte ne fournit un modèle cohérent et définitif qui pourrait expliquer ces phénomènes. Quand nous parlons d'interaction électromagnétique, nous faisons référence à des phénomènes proches, comme l'imposition des mains par exemple, comme on a déjà dit. Donc nous devons chercher d'autres formes, d'autres manières d'expliquer comment cela peut se produire, en suivant une vision scientifique qui autorise le dialogue avec les sceptiques également. Nous pouvons donc peut-être parler d'échange d'informations. Au lieu de dire échange d'énergie, on pourrait parler d'échange d'informations, comme sur un code barre, où l'information est capturée et actionne un mécanisme donné. Parce que l'information, non, ce n'est ni de la matière ni de l'énergie, mais souvent la matière et l'énergie peuvent être les vecteurs, porteurs de l'information. Nous pouvons avoir de l'information sans que la matière ou l'énergie ne soit nécessaire. Et quand nous parlons d'une information, qu'est-ce que ça veut dire? L'information, c'est toutes sortes de stimulus qu'un système immunologique est capable de percevoir et qui le fait réagir. L'information est la véritable monnaie de la réalité. Nous captons la réalité du monde par l'intermédiaire d'informations. Nous traduisons cela sous cette forme et nous imputons notre existence dans le monde physique par l'intermédiaire d'informations. C'est la véritable monnaie de la réalité. Nous parlons ici d'informations d'un intérêt biologique, d'une information qui puisse modifier des fonctions organiques. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer d'un endroit à l'autre? Peut-être, éventuellement, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Peut-être il n'y a rien. À ces distances, qui peuvent parfois être de nombreux kilomètres, parfois des milliers de kilomètres, ne peut être envoyé juste une intention du sujet. Et cette intention pourrait activer un élément qui est présent dans le local de destination avec un pouvoir curatif qui serait activé et donc produire des effets sur l'organisme et ses fonctions et donc modifier sa santé. Il se peut donc que la guérison ne dépende pas de quelque chose qui puisse être envoyé. Les choses, pour pouvoir comprendre comment les choses peuvent être envoyées de façon aussi instantanée. Peut-être que la pensée peut très bien être la seule force qui soit intéressante, qui soit agissante dans ce processus. Nous allons maintenant passer à la troisième question. Qu'est-ce qui peut connecter ces deux personnes à distance? Ce genre de phénomène semble contrarier ce que nous comprenons du monde mécanique et il nous faut quelque chose dans ce monde mécanique pour lier ces deux organismes. Et c'est le point le plus fragile de l'explication de ces phénomènes parce que apparemment il y a une divergence entre les traditions thérapeutiques spiritualistes et la science. Mais en réalité, si nous arrivons à bien capturer les informations, nous allons en réalité voir une convergence. Il y a des textes qui ont des parties en commun. Par exemple, quelques parties des descriptions faites par Allan Kardec du fluide universel sont liées à
certaines choses qui sont aussi décrites dans la physique. Quand Kardec il parle, quand il dit que le fluide universel est la matière élémentaire primitive, que ce fluide remplit l'espace et pénètre les corps. Quand il dit que le vide absolu n'existe nulle part dans l'univers, on peut faire un parallèle avec le concept de l'éther qui a été partagé par plusieurs scientifiques et même Einstein a écrit un article sur l'éther en 1920 où il dit que l'espace n'est pas vide et il a des qualités physiques. Il existe un éther, un milieu sans qualité mesurable. Nous vous disons ici qu'une chose, on ne dit pas que la chose correspond exactement l'une à l'autre, mais il existe des similarités que l'on peut trouver entre des textes de tradition de guérison spirituelle et des textes scientifiques. Ensuite, Kardec dit aussi que le fluide universel est semi-matériel. Il assume divers états, l'état d'éthérisation, de matérialisation et des points intermédiaires de transition entre la matière et l'énergie. Et Einstein nous apporte l'information que l'énergie c'est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Et la masse est une propriété de toute énergie. Et l'énergie est une propriété de toute masse. Et que la matière peut être convertie en énergie. Continuons, Kardec dit que sans le fluide universel, la matière n'aurait pas ses qualités. Le fluide électrique et le fluide magnétique sont ces modifications, des modifications du fluide universel. Et dans ce texte d'Einstein, il dit que l'éther détermine les événements sur la matière et l'énergie. Il peut être le porteur de champs électromagnétiques qui se produisent dans le vide. Donc on voit là aussi qu'il y a des similitudes. Il y a d'autres similitudes entre la description d'Allan Kardec sur le fluide universel et des éléments de la cosmologie et de l'astrophysique actuelle. Kardec dit par exemple que la matière existe à des états qui nous sont encore inconnus, qui peuvent être tellement éthérés et subtils qu'elles ne causent aucune impression sur nos sens. Cependant, malgré tout ça, c'est quand même de la matière. La physique admet déjà l'existence de la matière noire, on ne parle pas de la couleur, mais à notre incapacité de la détecter. Et la physique dit que l'univers semble contenir de la matière sous une forme que nous ne pouvons pas observer. Elle n'émet ni n'absorbe de rayonnement et elle n'interagit pas avec la matière commune, ordinaire. Donc là aussi on voit une similitude. Donc je ne dis pas que c'est une insimilitude, qu'une chose c'est exactement l'autre. C'est uniquement des similitudes qui permettent d'établir un pont entre quelques traditions et la science. Kardec nous dit que ce que nous imaginons comme étant le vide est occupé par une matière qui échappe à nos sens et à nos instruments. C'est une variation du fluide universel. Et la physique dit que la matière noire est composée d'une particule encore non caractérisée. Nous sommes constamment bombardés par ces particules. La matière noire n'a pas encore été identifiée. Nous identifions uniquement son existence par l'intermédiaire des phénomènes gravitationnels qu'elle produisent. Il y a 6 fois plus de matière noire dans l'univers que la matière ordinaire que nous connaissons. Et on peut presque dire que la matière noire est la règle et la matière ordinaire est une variante ou une exception. En continuant, Kardec dit que le fluide universel se diffuse dans les espaces interplanétaires. Il est la substance primitive d'où la nature tire toutes les choses. Et la physique
admet également l'existence d'une énergie noire, un type d'énergie qui, par hypothèse, un fluide qui remplirait tout l'espace. Certains l'appellent la quintessence ou comme étant le cinquième élément des Grecs. Vous voyez que la science, elle tourne et elle arrive à des termes qui ont été utilisés par les Grecs, la quintessence ou la cinquième essence. Tout ça pour montrer qu'il existe des éléments qui pourraient remplir cette lacune que ces personnes n'auraient rien entre elles qui les connecte. En répondant donc à cette question, nous allons passer à la suivante. Est-ce que les interactions sont suffisantes pour permettre un traitement clinique? Il y a beaucoup de limitations pour que ceci puisse se produire. Dans tous les phénomènes qui impliquent des guérisons à distance, les résultats sont très imprévisibles et les effets ne semblent pas être importants d'un point de vue significatif d'un point de vue clinique. C'est par exemple sur une activité du système nerveux ou sur une cellule immunitaire qui ne peuvent pas se traduire par de grandes guérisons ou de grandes altérations de la santé. Mais malgré que ce soit un effet faible et imprévisible, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas cet effet thérapeutique? Certaines révisions ont cherché à établir cela. Donc cette révision de 2007 portait sur 15 études sur les interventions à distance. Donc des guérisons par la prière à distance ou par d'autres moyens. Et elle a sommé les résultats de ces 15 études pour essayer d'arriver à un résultat unique. Vous pouvez voir que la ligne rouge montre la division entre si on recommande ou recommande pas. Ce qui est à droite recommande la prière comme étant une thérapie. Et la petite boule rouge en bas, c'est la somme de toutes ces études. Et vous pouvez voir qu'elle est du côté de la recommandation, mais très très près de la limite. C'est-à-dire que c'est un effet borderline ou marginal. Et quand on fait des études plus approfondies, des révisions plus concrètes, consistantes, comme celles qui sont faites par le centre Cochrane, de base de données de révision systématique, dans 3 méta-analyses, qui est une manière de rassembler plusieurs études pour obtenir un résultat unique. Dans ces 3 méta-analyses, il n'y a eu aucune preuve pour appuyer la recommandation de la prière d'intercession pour la guérison, pour guérir des maladies. Malgré les efforts de Roberts et les collaborateurs qui a fait ça dans les années 2000, 2007 et 2009, on n'a pas trouvé de travaux qui soutiennent cela. Il y en a d'autres en 2013 ou 2014 qui peuvent être faites, mais qui obtiendront le même résultat, parce que les résultats sont très imprévisibles. Et pourquoi est-ce que les résultats sont tellement imprévisibles? La science doit étudier les phénomènes qui se produisent de façon régulière et répétée. Et si quelque chose ne se répète pas régulièrement, est-ce que c'est en dehors du domaine de ce qu'on pourrait appeler la science? Les essais cliniques produisent des effets qui sont très très variables. Est-ce que ce n'est pas de la science? Ça peut être de la science, et il peut très bien s'agir de facteurs que nous ne connaissons pas encore. Mais si nous ne connaissons pas encore ces facteurs, nous sommes défiés par certaines personnes, comme James Randi, qui offre un prix de $1 million à celui qui démontrera qu'il a l'habilité surnaturelle ou supranormale, quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Donc c'est un ancien magicien
qui se dévoue à démasquer des charlatans et des faux miracles. Et donc il fait la promotion de ce genre de défi pour montrer devant un collège de scientifiques pour le provoquer, donc ces scientifiques. Et la personne qui arriverait donc à les convaincre, elle aurait $1 million. Et après une vingtaine d'années, personne n'a gagné ce prix parce que ces phénomènes semblent même un peu timides. Normalement, ils sont déjà irréguliers. Et il semble que devant des études scientifiques, ils deviennent encore plus variés, encore plus irréguliers. De façon qu'on ne peut pas obtenir des résultats réguliers. Mais cela peut se produire parce qu'il existe des facteurs, des biais que nous ne comprenons pas encore et qu'on ne contrôle pas encore bien. Par exemple, on pourrait citer 2 biais importants. La difficulté de constituer un groupe de contrôle. On va prier à distance pour ce côté de la salle et on ne va pas faire de prière pour l'autre côté de la salle. On va voir si les personnes de ce côté-là soient moins malades que les autres et le groupe de contrôle de l'autre côté. La grande difficulté, c'est que quand une personne est malade, il y a les personnes de la famille qui prient, il y a des bienfaiteurs anonymes quelque part dans le monde pour la santé de l'humanité, de façon à ce qu'on n'arrive pas à établir un groupe de contrôle pur. Un autre biais pourrait être la qualité de l'intervention. Chaque fois que nous parlons de guérison à distance ou par la guérison même de l'imposition des mains, l'intention, la sincérité et l'élévation, qui est le pouvoir de concentration du thérapeute, entrent en ligne de compte. Et quand on parle d'études sur plus de 1000 patients, nous ne pouvons pas garantir cette qualité. Ce sont donc 2 biais qui pourraient rendre plus difficile l'interprétation des résultats. Mais il peut aussi y avoir un biais spirit qui est le besoin. Pourquoi la personne a cette maladie? Imaginez une situation où il y a une personne là qui est très malade, gravement malade, et je fais une prière pour lui. Malgré mes efforts, il décède, et donc on voit ça comme étant un résultat négatif. Donc dans mes statistiques, ça va peser du côté qui dit que les prières d'intercession ne servent à rien. Cependant, il est possible que ce décès se produise parce qu'il devait vraiment arriver selon la détermination d'instances supérieures, une planification supérieure qui est en dehors de notre contrôle. Mais il se peut aussi éventuellement que ma prière l'a aidé à faire face à ce moment, de se détacher de son corps, que son esprit a vraiment a pu trouver la paix et la lumière, et que donc c'était une mort qui s'est bien passée, pour ainsi dire, tranquille, sans trouble, et qu'il a vraiment réalisé à accomplir ce qu'il devait accomplir. Ainsi, ce serait une issue positive, et ça rentrerait dans les statistiques comme étant quelque chose qui recommande la prière d'intercession. Mais tout ce qui est ici en pointillé, on n'arrive pas à le mesurer scientifiquement. On arrive à mesurer que ce qui est dans les traits pleins. Et ça peut nous amener donc à des résultats qui sont faux et négatifs, polluant ainsi mon étude scientifique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs variables non contrôlables qui font que ces choses-là se produisent devant plusieurs tentatives de guérison à distance. L'une ou l'autre fonctionne bien, avec succès. Il y a donc plusieurs facteurs que nous n'arrivons pas encore, des variables que nous n'arrivons pas encore à contrôler, qui peuvent intervenir entre la relation de thérapeute-patient, les croyances, les attentes, les motivations du patient
les croyances, les attentes et les motivations du thérapeute lui-même, la capacité de concentration, l'intention, de compassion du thérapeute, le bien-être et la santé du thérapeute. Tout ça, le thérapeute, il faut qu'il soit bien pour pouvoir faire le bien à l'autre personne, parmi de nombreux autres facteurs que nous devons encore documenter de façon plus précise. Peut-être qu'un des facteurs le plus importants, c'est la résonance empathique. Il faut qu'il existe un lien affectif entre l'émetteur et le récepteur. Cela déterminera une influence forte sur le résultat des tentatives de guérison à distance. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très fort auprès de jumeaux identiques dans un couple, entre parents ou entre des thérapeutes et patients qui se connaissent déjà et qui ont déjà établi un lien. D'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte sont comme ce lien résonnant. Vous voyez cette étude comme elle est intéressante. Le sarcome a été induit chez des souris par l'injection de cellules cancéreuses. Et dans ce modèle de maladie, on s'attend à ce que 100% des rats meurent en 28 jours. Donc il y a une étude qui a été faite de l'imposition des mains. Et avec cette technique, 80% des rats ont guéri. C'est déjà un résultat intéressant en soi, mais plus impressionnant encore, c'est le fait que quelques rats du groupe de contrôle ont aussi guéri, de façon qu'il est possible que nous n'arrivions pas à diriger notre guérison sur un sujet spécifique. Il est possible que la guérison aille chez celui qui en a besoin, créant ainsi un lien entre tous les rats où je ne peux pas les séparer en disant que celui-là je veux qu'il guérisse et pas l'autre. Donc pour pouvoir faire cette constatation scientifique de valider la guérison. Donc ils rentrent tous en ligne de compte et je ne pourrais probablement pas le choisir. Je peux donc faire une prière pour mon frère qui est déjà malade, j'arriverai peut-être pas à le guérir, mais quelqu'un de l'autre côté du monde pourra recevoir cette intention et s'en bénéficier. Et je ne le saurai jamais, mais c'est tout à fait possible. Donc on voit comment cette étude nous amène ces interférences. Donc maintenant la dernière question, comment est-ce que toutes ces connaissances peuvent être conciliées entre elles ? Premièrement, donc il faut revoir les modèles des essais cliniques aléatoires en aveugle, qui est aujourd'hui le modèle, le standard d'or de la science. Il est possible que nous n'arrivions pas à faire des études en suivant ce modèle. Et ces relations non locales, cette affectivité et d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Et il faut donc qu'on puisse penser à d'autres modèles de recherche. Une suggestion, c'est de ne pas faire d'études scientifiques de guérison à distance pour des maladies ou des symptômes, mais plutôt étudier des paramètres biologiques qui sont liés à la santé, par exemple l'immunité, le système nerveux autonome, et ainsi nous pouvons montrer qu'il existe cette interaction, qu'elle est bénéfique et que potentiellement elle puisse guérir. Mais tant que nous traitons des symptômes et des maladies, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler aussi bien. Une autre conciliation pourrait être de ne jamais offrir ce genre de traitement de façon isolée par un autre traitement, toujours combiner les traitements conventionnels pour que nous puissions vraiment être acceptés par le paradigme scientifique en vigueur. Nous aurons donc l'intention uniquement d'aider, de compléter le traitement conventionnel
et de jamais le dispenser. Par exemple, donc il y a des études prospectives qui sont faites pour favoriser la fertilisation assistée. C'est une étude dont les résultats sont très positifs. Il y a même une supposition de fraude, une suspicion de fraude, mais il y a d'autres études qui montrent que la prière à distance favorise la reproduction assistée et la fertilisation in vitro. C'est un modèle où on ne parle pas de maladie, mais où on aide un effet naturel qui est la fertilisation et la fécondation, et donc le fait de tomber enceinte. Et peut-être ainsi on va arriver, peut-être nous pouvons arriver à ce modèle, au modèle suivant de médecine. Nous avons donc ce modèle proposé par Larry Dorsey qui a été cité plusieurs fois dans cette présentation. Vous pouvez vérifier tout ce qu'il a écrit. Il cite donc l'ère première qui est l'ère passée. Il parle de cette ère comme étant une ère matérialiste. Il y a la seconde ère que nous vivons actuellement, c'est de la relation entre la pensée et le corps, où j'admets qu'il existe des liens entre mon mental et mon corps, de façon que les thérapies complémentaires, dans la dernière ligne, incluent toutes celles qui ont un lien entre le mental et le corps, comme la méditation, le biofeedback. Et il y a aussi la troisième ère, le futur, qui s'approche tout doucement. La première ère, c'est déjà terminé, mais la troisième, elle arrive dans quelques décennies, où il y a un lien entre mon mental avec le mental d'une autre personne. En ce qui concerne cette non-localité, la pensée n'a aucune restriction temporelle et spatiale, et donc les liaisons interpersonnelles, les guérisons à distance vont également faire partie de ce modèle. Donc vous allez pouvoir trouver dans cette référence, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont les études futures sur le paradigme qu'il faut encore construire. Et donc vous voyez ici la séquence proposée sur ce site, vous pouvez regarder plus de détails. Et nous allons donc à la conclusion, pour dire, je vais revenir aussi pour que vous puissiez prendre des notes, de façon à ce que la conclusion est que nous pouvons répondre à ces questions. Oui, il existe des interactions à distance, elles peuvent se produire par un échange d'informations, non nécessairement des énergies. Il peut très bien ne pas être des énergies dans le sens physique. La troisième, c'est que l'éther ou quelque chose d'équivalent, matière noire ou autre, pourrait connecter ces organismes distants. Ensuite, la viabilité du traitement clinique est limitée parce que les résultats sont encore très imprévisibles, très probablement à cause de variables, de biais que nous ne connaissons et nous ne contrôlons pas encore suffisamment. Mais malgré cela, toutes ces connaissances peuvent être conciliées d'une certaine forme et les recherches peuvent progresser dans ce sens. Donc je termine en vous disant que, en tant que pratiquant de l'acupuncture, j'utilise souvent la prière à distance pour aider mes patients. Et pendant que le patient il a ses aiguilles d'acupuncture pendant 30 minutes, couché dans une salle, dans une autre salle, pendant que j'attends, parce que le temps passe, je fais 1 ou 2 minutes d'une mentalisation pour ces personnes, de façon que j'observe, je fais ça depuis plusieurs années, que cela apporte un différentiel, et ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, ceux qui ne le font pas encore avec vos patients, ça vous prendra 1 minute, vous pouvez essayer de le faire, et à distance, sans être à côté de lui,
le patient n'a pas besoin de le savoir non plus. Vous verrez, ça aide. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions.